Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du 19e siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Annie Pritchard est née en 1861 à Church Stretton, ville marchande à environ 65 km de Birmingham, en Angleterre. Cependant, son enfance fut difficile, car sa famille déménageait souvent de maison en maison louée. En grandissant, elle a subi une série de pertes personnelles. Ses deux parents sont décédés, puis son frère est mort de la tuberculose peu après. Au milieu de ces épreuves, Annie, en tant qu'aînée, a assumé les principales responsabilités au sein de la famille, soutenant ses frères et sœurs survivants. Ils ont un temps vécu sur Highgate Road à Balsall Heath, Birmingham, à côté des Macrae. Annie et ses frères et sœurs s'entendaient bien avec les Macrae, et même après avoir déménagé, ils ont gardé des liens étroits avec leurs anciens voisins. Parmi eux se trouvait André-Georges Macrae. Né en 1855, il épousa en 1883 une jeune femme nommée Harriet Williams. Les familles restaient fréquemment en contact, et Annie rendait souvent visite à la famille Macrae. Elle et Harriet devinrent proches amies, passant des heures à chanter dans le salon. Annie était apparemment fiancée à un homme nommé Guy Anderson, bien qu'aucun membre de sa famille ne l'ait jamais rencontré, et on savait peu de choses sur lui en dehors de ce qu'Annie choisissait de partager. Cependant, après un certain temps, elle leur annonça qu'il avait quitté la région et rompu les fiançailles. Sa sœur Lizzie fut assez surprise, et elle se demanda ce qui avait bien pu le pousser à mettre fin à la relation aussi brusquement ou si sa sœur avait réellement été fiancée. À ce stade, les visites d'Annie chez les Macrae dépassaient une relation de voisinage. Après avoir déménagé rue Barak, elle voyait encore André Macrae en privé dès qu'Harriet, sa femme, était absente. Cette proximité ne passa pas inaperçue. Jean Pritchard, l'un des frères d'Annie, a confronté André en l'accusant de conduite inappropriée avec sa sœur. André a nié l'accusation, insistant sur le fait qu'il ne se passait rien d'inapproprié. En février 1892, André Macrae, père de 2 enfants, a déménagé à Northampton pour travailler dans l'épicerie de son frère Édouard. Au lieu d'emmener sa femme et ses enfants avec lui, il les a laissés à Birmingham et, à leur place, a demandé à Annie Pritchard de le rejoindre. Annie est arrivée à Northampton le 22 mars. Pour dissimuler la vraie raison de son départ, elle a dit à sa famille qu'elle allait à Liverpool pour épouser son ex-fiancé, Guy Anderson. Ses frères et sœurs ont trouvé cette histoire assez étrange, car aucun d'eux n'avait jamais rencontré M. Anderson. Mais Annie a donné très peu de détails sur ses projets. Elle a fait ses valises dans une grande malle et a convenu de retrouver Harriet Macrae à la gare pour lui dire au revoir avant de partir. Le jour venu, Harriet attendit patiemment sur le quai, mais Annie n'est jamais arrivée. Une absence qui paraissait d'autant plus étrange, étant donné avec quel soin elle avait planifié son départ plus tard. Une fois à Northampton et souhaitant renforcer sa version concernant son voyage à Liverpool, elle fit en sorte qu'une lettre soit envoyée depuis Liverpool afin que le cachet de la poste appuie son histoire. Annie écrivit que le travail de son mari les emmenait en Amérique pour vivre à New York. Annie pensait que si sa famille croyait qu'elle partait pour un long voyage, il ne trouverait rien d'étrange si plusieurs semaines s'écoulaient avant d'avoir de ses nouvelles. Cependant, ce que la famille d'Annie ne savait pas, c'est qu'elle était enceinte de 6 mois. André Macrae et Annie Pritchard ont loué une chambre au 23, rue Saint-Jean, se faisant passer pour monsieur et madame Anderson. Pour les gens de la maison et les voisins, ils semblaient simplement vivre ensemble comme un couple ordinaire. Annie disait souvent à quel point elle était heureuse et parlait de la gentillesse et de l'affection de son mari. Les deux s'entendaient bien et leur comportement ne suscitait pas d'attention particulière. Le 23 juin, une sage-femme locale, madame Sarah Pulley, fut appelée au 23, rue Saint-John pour s'occuper de madame Anderson qui était en travail. Elle a trouvé la future mère ayant besoin d'aide et l'a assistée pour mettre au monde un garçon en bonne santé. Madame Pulley est revenue une semaine plus tard pour vérifier la mère et l'enfant et n'a rien trouvé d'inquiétant. 1 mois plus tard, le 20 juillet, le couple quitta son logement avec le bébé, ayant l'intention de déménager à une nouvelle adresse qui semblait meilleure pour la santé d'Annie. Leurs affaires, cependant, ne les accompagnèrent pas, car sur les instructions de M. Macrae, tout fut envoyé à l'entrepôt d'épicerie lorsque le couple partit avec leur bébé. Une jeune femme, mademoiselle Elizabeth Elliot, les accompagna partiellement et aida à porter l'enfant jusqu'à la rue du Pont. Là, M. Macrae lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller plus loin, car il devait se rendre à la poste. Il prendrait le tramway jusqu'à destination. 2 jours plus tard, dans la matinée du 22 juillet, M. Macrae entra dans l'auberge Lord Palmerston sur la place du marché.
Il semblait tourmenté, avec des vêtements froissés, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Quand le propriétaire le signala, M. Macrae expliqua que son assistant était absent et qu'il avait passé des heures à laver du bacon. Le propriétaire répondit à moitié en plaisantant, disant qu'il semblait avoir commis un meurtre. Un instant, M. Macrae resta silencieux. Puis, sans un mot, il se retourna et quitta l'auberge. Plus tard dans la journée, il arriva seul dans un nouveau logement sur Derby Road. Il transportait avec lui plusieurs boîtes qui avaient toutes appartenu à Annie, bien qu'il n'en donnât aucune explication. Le lendemain, il acheta une certaine quantité de chaux, puis, le 26 juillet, il loua un cheval et une charrette. Les gens commencèrent à trouver étrange que personne n'ait vu Annie ni le bébé. Et lorsqu'on lui demandait où elle se trouvait, M. Macrae répondait toujours que elle était retournée à Birmingham pour un moment afin de se reposer et d'améliorer sa santé. Le vendredi 5 août, un homme nommé Charles Hadley marchait le long de la route principale près du village d'East Haddon, lorsqu'il remarqua une odeur forte et désagréable. Ne voyant rien d'inhabituel depuis la route, il poursuivit son chemin. Le lendemain matin, il revint au même endroit et constata que l'odeur persistait. Cette fois, il décida d'essayer de découvrir d'où elle provenait. Près de la route, un fossé était envahi d'herbes et d'orties. Alors, avec un bâton, il essaya de déplacer les orties pour voir s'il y avait quelque chose en dessous. Il tomba rapidement sur un paquet infesté d'asticots, et il pouvait voir ce qui semblait être de la chair et des os. Sans chercher plus loin, M. Hadley fit demi-tour et se rendit directement au commissariat de police. La police, cependant, n'est pas venue enquêter immédiatement. Et le lendemain, le 7 août, un homme nommé Jack Chapman passa au même endroit. Et à cause de l'odeur insupportable, il s'est arrêté et est descendu dans le fossé. En écartant les hautes herbes et les orties, il aperçut 2 jambes encore vêtues de bas et une jupe bleue. Il a immédiatement appelé son frère, qui est descendu de la route pour être témoin de la macabre découverte. Ils ont vite alerté la police, et quand 2 agents sont arrivés, l'ampleur de la découverte est apparue clairement. Ils ont trouvé les restes d'une femme sans tête ni bras, vêtue d'un chemisier, de bas et, curieusement, de 2 jupes, l'une rayée et l'autre verte. Elle était enveloppée dans un sac sur lequel étaient inscrits les mots « M. Ray Northampton ». Les vêtements étaient très déchirés, décolorés, couverts de chaux et des asticots avaient dévoré une grande partie du haut du corps. Lorsque les restes ont été retirés du fossé, ce qu'il en restait s'est désagrégé. Un chirurgien local, M. William Churchhouse, a examiné ce qu'il restait du corps. Bien que la chaleur et l'utilisation de chaux aient provoqué une décomposition rapide, la tête et la majeure partie des 2 bras manquaient, et d'après ce qu'il restait. Il a estimé que la femme mesurait environ 1,65 m, mais a déclaré qu'il était impossible de déterminer la cause de sa mort. La police avait du mal à identifier la femme, alors elle s'est concentrée sur le sac portant le nom M. Ray Northampton. Ils ont interrogé M. Edward Macrae, le propriétaire de l'entrepôt d'épicerie, mais il a dit que même si c'était l'un de ses sacs, il ne savait rien à propos d'une femme morte. Il a expliqué que de nombreux clients utilisaient ces sacs pour les livraisons et a ajouté qu'il en avait récemment vendu à un sans-abri. La police a conclu qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner que M. Edward Macrae ait un lien avec le crime. Ils ont poursuivi leur enquête, avec peu de succès. Cependant, une avancée est venue d'une source inattendue. Madame Bland, marchande de vêtements d'occasion à College Street, Northampton, a lu dans le journal que le nom Ray figurait sur le sac contenant le corps récemment découvert. Elle se rappela que M. Macrae était venu dans sa boutique quelques semaines plus tôt et avait acheté un manteau. Il avait dit qu'il devait se débarrasser d'un paquet de vêtements de sa sœur à Birmingham. Quelques jours plus tard, un garçon les lui apporta dans un sac marqué M. Ray. Madame Bland se rappelait aussi que M. Macrae était revenu 1 ou 2 jours plus tard avec d'autres vêtements. Et lorsqu'elle lui demanda comment il les avait obtenus, il répondit « Ils appartiennent à ma sœur, qui est dans un asile à Birmingham. Un homme l'a détourné du droit chemin. » Vous pouvez deviner la suite maintenant que Madame Bland a compris qu'il pouvait y avoir un lien entre le nom sur le sac et les vêtements achetés. Elle a fait part de ses inquiétudes à son mari. Et le vendredi 2 septembre, il a contacté la police du Northamptonshire. Le lendemain, les agents ont parlé à M. André Macrae. Il a catégoriquement nié connaître la femme décédée et a indiqué travailler pour son frère dans un entrepôt d'épicerie. Alors que sa femme et ses 2 enfants continuaient de vivre à Birmingham, il a également mentionné que sa belle-mère âgée résidait dans leur foyer et aidait avec les enfants. Malgré ces dénégations,
La police a minutieusement fouillé son travail et sa maison à Birmingham, causant une grande anxiété et détresse à Madame McRae. Chaque recoin de la maison a été examiné et les effets personnels ont été scrutés dans le but de découvrir toute preuve pouvant relier M. McRae au crime. Malgré leur inspection minutieuse, les agents n'ont pas pu trouver le moindre objet ou indice l'impliquant. La police de Northampton semblait désormais convaincue que l'Andrew McRae qu'ils avaient retrouvé grâce au sac n'avait aucun lien avec le crime. Et, en ce qui les concernait, l'affaire était close. Cependant, l'inspecteur Squires de la police de Birmingham n'était pas totalement convaincu, et il poursuivit discrètement sa propre enquête là où la police de Northampton s'était arrêtée. Au début, lui aussi ne remarqua rien de suspect chez M. McRae. Il découvrit seulement que c'était un homme calme et respectable, assidu dans son travail, dévoué à sa femme et à ses enfants, et rien dans ses habitudes ne laissait supposer une quelconque malhonnêteté. L'inspecteur Squires décida finalement d'interroger Madame McRae pour en savoir plus sur leurs amis et connaissances. Elle lui expliqua qu'ils étaient amis avec Annie Pritchard, qui leur rendait souvent visite avant de partir vivre en Amérique après son mariage. Elle ajouta aussi n'avoir jamais reçu de lettre de sa part, bien que cela semble mineur. Le détective insista et se rendit chez la famille Pritchard sur Highgate Roads, qui confirma l'histoire. Le détective trouva pourtant étrange qu'aucun frère ou sœur d'Annie Pritchard n'ait rencontré M. Anderson et qu'elle soit ensuite partie à Liverpool puis en Amérique. Au même moment, M. McRae partait vivre à Northampton. Il leur demanda s'ils avaient reçu des lettres de leur sœur, ce qu'ils nièrent. Il fit part de ses découvertes à la police de Northampton. Après cela, les agents remirent à Madame Bland les vêtements achetés chez M. McRae et les montrèrent à Lizzie Pritchard, qui reconnut aussitôt ceux de sa sœur. Elle confirma qu'ils étaient tous à Annie. La police fouilla de nouveau l'entrepôt d'épicerie et trouva cette fois des fragments d'os. Ils découvrirent aussi des couteaux, une scie à bacon et, dans une chaudière en cuivre, des cheveux bruns correspondant à ceux d'Annie. Suite à cela, M. André McRae fut arrêté et accusé de meurtre. Cependant, les spéculations continuaient toujours. Il y avait des affirmations selon lesquelles la prétendue victime, Mademoiselle Annie Pritchard, pourrait en réalité être encore en vie, et des rumeurs circulaient selon lesquelles des amis de M. McRae avaient l'intention de la présenter lors de son procès imminent. Il y avait également des rapports selon lesquels une autre jeune fille avait disparu et que sa mère, une dame nommée Madame Titt, avait suggéré que les restes retrouvés pourraient en fait être ceux de sa fille mariée nommée Kate, qui avait quitté son domicile à Londres en juillet et dont on n'avait plus eu de nouvelles depuis. Bien que la police et l'armée du salut aient tenté de la retrouver le lendemain de la découverte du corps présumé d'Annie, des passagers de train ont trouvé un sac marqué E. M. Ray, apparemment oublié dans un wagon. La compagnie ferroviaire a envoyé le sac à Northampton, où il a été récupéré par un soldat qui l'a signé au nom de M. Ray. Certains pensaient que cela signifiait qu'Annie était toujours en vie et que le corps dans le fossé était en réalité celui de la fille disparue de Madame Titt. La police de Northampton a rejeté cette idée, mais la curiosité du public persistait, et beaucoup se demandaient si c'était vrai. Début octobre, la fille de Mme Titt a été retrouvée saine et sauve, mettant fin à l'affaire. Le procès de M. André McRae a débuté à Northampton le jeudi 17 novembre 1892, mais a dû être ajourné lorsqu'un membre du jury ne s'est pas présenté au tribunal. Le procès a ensuite repris le 20 décembre. Une grande foule s'est rassemblée devant la préfecture bien avant le début de l'audience. Mais seuls ceux munis de billets ont été admis. Ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets sont restés dehors près des portes, espérant pouvoir avoir des nouvelles de ce qui se passait à l'intérieur. L'opinion publique était très émue, et beaucoup étaient en colère que M. McRae ne soit jugé que pour le meurtre d'Annie Pritchard, sans aucune mention du bébé disparu. M. Buzzard et M. Ryland Atkins représentèrent l'accusation, tandis que M. Attenborough et M. E. Hammond Chambers défendaient M. McRae. On a noté que M. McRae paraissait au tribunal visiblement plus maigre et plus fatigué que d'habitude, mais il semblait calme au début du procès. Lorsqu'on lui a demandé comment il plaidait, il a répondu « non coupable ». L'accusation a déclaré qu'il avait délibérément tué Mademoiselle Annie Pritchard et leur fils en bas âge, mettant le feu au corps de l'enfant pour détruire les preuves. Ils ont affirmé que le corps d'Annie s'était avéré trop difficile à brûler complètement. Il a donc plutôt décapité et coupé les bras, puis alloué un poney et une carriole pour transporter les restes vers un terrain vague isolé. Par la suite, ils ont allégué qu'il avait vendu ses vêtements
et d'autres effets personnels. La défense a proposé une autre explication, suggérant que le crime aurait pu être commis par un vagabond qui avait récemment acheté des sacs à Edward McRae, et que le corps découvert pourrait même ne pas être celui d'Annie. Selon la défense, Annie était enceinte, et le père de son enfant était un homme nommé Guy Anderson, qui avait d'abord accepté de l'épouser mais ne l'avait pas fait. Et plutôt que de déshonorer sa famille, elle s'est cachée à Northampton. Avec l'aide de M. McRae, ils ont déclaré que M. Anderson était arrivé, avait épousé Annie et emmené elle et le bébé en Amérique. La défense a affirmé qu'Annie, ayant laissé beaucoup d'affaires, avait demandé à M. McRae de les vendre. Ils ont dit qu'il était heureux de le faire car il voulait garder tout cela secret pour sa femme et éviter toute association compromettante avec mademoiselle Pritchard. Cet argument paraissait peu solide, car lors du procès, le meurtre avait été largement relayé dans la presse britannique et américaine. Pourtant, aucune femme se présentant comme Annie Pritchard ne s'était manifestée, et, selon sa famille, aucune lettre n'avait été reçue de sa part, ce qui renforçait l'affirmation de l'accusation selon laquelle le corps, retrouvé début août près du village d'East Haddon, était bien le sien. De nombreux témoins ont témoigné, y compris mademoiselle Lizzie Pritchard, la sœur d'Annie. Elle a déclaré à la cour avoir vu sa sœur pour la dernière fois le 21 ou 22 mars lorsqu'elle annonça à la famille son départ à Liverpool pour se marier. Elle a ajouté avoir reçu une lettre l'informant de son départ en Amérique à cause du travail de son mari. Elle a dit que sa famille connaissait André McRae et que sa sœur était en bons termes avec lui et sa femme et qu'elle se rendait souvent chez eux. En voyant les objets au tribunal, elle a affirmé que les 2 jupes retrouvées sur le corps étaient exactement celles de sa sœur. Elle a également identifié une robe grise appartenant à Annie, notant qu'elle l'avait vue elle-même coudre les garnitures dessus. Une dame nommée Madame Harriet Burrell a également témoigné. On lui a montré une photo d'Annie Pritchard et elle a confirmé qu'elle était la femme se faisant passer pour l'épouse de M. McRae. Madame Anderson a expliqué que le couple avait loué une chambre chez Madame Thornton sur St. John Street à Northampton fin mars et s'était présenté comme Monsieur et Madame Anderson. Elle a affirmé qu'après la mort de Madame Thornton, le couple avait emménagé chez Madame Pilkington et que le 20 juillet, l'homme, la femme et le bébé étaient partis et qu'elle ne les avait plus revus. En voyant les 2 jupes retrouvées sur le corps, elle a confirmé qu'elles étaient à la femme et précisé qu'elle en avait porté une. Premier jour. Elle s'est habillée après sa convalescence post-accouchement. Sarah Pulley, sage-femme de 58 ans, a déclaré qu'elle avait été envoyée le 23 juin s'occuper d'une femme au 23, rue Saint-John. On lui a montré une photo de mademoiselle Pritchard, qu'elle a reconnue comme la femme dont elle s'était occupée. Madame Pulley a dit que M. McRae s'était présenté, lui et sa femme, comme M. et Madame Anderson. Elle a dit avoir aidé à l'accouchement et s'être occupée de la femme les jours suivants. Fait intéressant, elle se souvenait que le 2 juillet, M. McRae s'était rendu chez elle pour apporter une seringue. Elle a dit qu'il semblait surpris qu'elle ne le reconnaisse pas. Il a d'abord dit « Je suis Monsieur Mac », puis s'est corrigé « Je suis Monsieur Anderson ». Madame Louisa Bland, qui avait acheté les vêtements à Monsieur McRae, a également témoigné. Plusieurs autres témoins ont été appelés, chacun ajoutant des détails supplémentaires à l'affaire et aidant à établir les déplacements et l'identité des personnes impliquées. Les fragments d'os et les mèches de cheveux humains qui avaient été retrouvés dans l'entrepôt ont également été présentés comme preuves, bien que la défense ait contesté leur importance. Les preuves médicales ont confirmé que le corps avait été démembré, et le docteur Robert Mulligan a également témoigné que les os retrouvés à proximité étaient humains et portèrent des marques indiquant qu'ils avaient été sciés. Le procès s'est terminé le 26 décembre et monsieur le juge Kennedy a fait son résumé. Il a déclaré au jury que l'affaire reposait sur des preuves circonstancielles et qu'il devait d'examiner chaque fait attentivement pour que leur conclusion découle logiquement des preuves. Le verdict, a-t-il dit, ne pouvait être que coupable ou non coupable. Il n'y avait pas d'option non prouvée. Il a précisé qu'un verdict de non-culpabilité ne signifiait pas l'absence de soupçon, mais seulement un manque de preuves pour condamner. Il a précisé que pour déclarer le prisonnier coupable du meurtre d'Annie Pritchard, le jury devait être convaincu de plusieurs éléments. Le corps retrouvé était bien celui d'Annie Pritchard. Sa mort n'était ni naturelle, accidentelle ou volontaire. Elle avait été assassinée, et les circonstances montraient clairement que le prisonnier en était responsable. Le juge a ensuite examiné les preuves pour chaque point. Il a examiné les suggestions de la défense
et insisté pour que le jury prenne sa décision sur des conclusions raisonnables et logiques basées sur les faits, sans supposition. Il a évoqué des difficultés, notamment la décomposition très rapide du corps. Il a évoqué les preuves de l'entrepôt et estimé qu'il était improbable que le prévenu ait utilisé le cuivre pour le crime, sans éveiller de soupçons ni attirer l'attention par son odeur en parlant des petits fragments d'os trouvés dans la cheminée de l'entrepôt. Le juge a rappelé au jury que de telles découvertes n'étaient pas rares dans les villes et que si une incinération de corps avait eu lieu, les cendres n'avaient pas été retrouvées. Le juge a également fait une remarque sur la chronologie. Il a dit que si le prisonnier avait réellement eu l'intention de tuer Annie Pritchard dès le début, il était étrange qu'il ne soit pas passé à l'acte, avant que de nombreux habitants ne la connaissent et avant les complications liées à la naissance de son bébé. Il a également souligné que malgré les recherches de la police, aucune trace de sang n'a été trouvée dans l'entrepôt. Il est difficile d'accepter l'affirmation du procureur sur la décapitation et la mutilation dans le bâtiment, car aucune preuve de saignement ou de violence n'a été trouvée. Le résumé a duré plus de 5 heures, le jury s'est retiré à 7h30, et après 1h30, il est revenu avec un verdict. Ils ont déclaré M. André Macrae coupable, et le juge l'a alors condamné à mort. André Macrae a continué d'affirmer qu'il n'avait pas commis le crime et a écrit des lettres à sa femme et à ses amis, déclarant qu'il mourait en homme innocent. Malgré ses protestations répétées, son sort était scellé, et le matin du mardi 10 janvier 1893, il a été pendu à la prison de Northampton. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.